Imaginez une petite ville, ni trop rurale, ni trop urbaine. Des immeubles de bureaux côtoient des parcs, il y a un cinéma, il y a des monuments historiques, et tout le monde vit confortablement ensemble dans cette petite ville. Imaginez maintenant que la mairie lance un projet «À quoi ressemblera ma ville dans 20 ans?». Le projet consiste d'abord à demander aux habitants comment eux personnellement voient leur ville dans 20 ans, comment ils aimeraient qu'elle évolue. Un échange est alors organisé entre tout le monde pour pouvoir discuter ensemble de toutes les perspectives d'avenir. À cet échange s'inscrivent autant des adolescents qui sont au lycée de la ville que des personnes qui sont retraitées, des commerçants, des personnes qui travaillent dans des bureaux, des restaurateurs, des gens qui sont plutôt pour le progrès et les robots et des gens qui sont plutôt pour végétaliser la ville. En bref, il y a autant de visions du monde et de visions de cette ville future que de personnes qui sont à cet échange. Et chacun détient sa propre vérité. Les personnes qui adorent les arbres vont vouloir mettre des toits végétalisés partout, vont vouloir que toute la ville se transforme peut-être en un grand jardin, là où ceux qui sont un petit peu plus dans les avancées technologiques vont peut-être voir des robots qui les servent dans la boulangerie, ou alors des robots qui nettoient la ville par exemple. Et donc lors de ce premier échange, chacun partage sa propre vision. Et vous vous en doutez, il n'y a pas que des convergences. Certains se battent presque pour leurs idées, alors qu'il ne s'agit que d'une consultation de la part de la mairie. Certains disent qu'il faut absolument rendre la ville piétonne, qu'il faut faire sortir les voitures de la ville, qu'il faut construire plus de pistes cyclables, là où les commerçants rétorquent que si la ville n'est accessible qu'à pied, ils feront moins de chiffre d'affaires. Et toutes les visions se tiennent, chacun a sa vérité, chacun a sa vision des choses, et chacun finalement dit vrai, dans son propre contexte à lui. Ce qui fait que les tensions commencent à se créer. On sent rapidement que tout le monde ne va pas être d'accord et que ça va être très difficile. Et d'ailleurs, l'adjoint au maire qui a organisé l'échange et qui est le facilitateur du groupe commence à se poser quelques questions sur son idée. Et donc globalement, le groupe se divise en deux. Ceux qui veulent que la ville soit plus végétalisée et ceux qui veulent que la ville soit de plus en plus technologique. À ce moment-là, l'adjoint au maire, il a une idée absolument brillante. Il décide de donner à chaque groupe la défense du point de vue de l'autre. C'est-à-dire que ceux qui veulent que la ville soit végétalisés vont devoir défendre le point de vue d'une ville avec beaucoup plus de technologie à l'intérieur, et inversement. Là, deux scénarios possibles. Soit tout le monde se regarde en se disant mais pourquoi il nous a fait venir l'adjoint si on doit défendre un point de vue qui n'est pas le nôtre? Ou alors, deuxième scénario, le ton commence à monter et chacun y va de sa propre remarque. Mais dans tous les cas, il ne s'agit que d'un échange informel pour quelque chose qui est prospectif. Les habitants vont accepter de faire ce travail. Et donc au début, chaque groupe caricature un petit peu le point de vue de l'autre. Ah oui, mais si on végétalise complètement la ville, ça veut dire que par exemple les camions ne peuvent plus livrer les restaurants, bon bah on ferme les restaurants. Mais il se trouve qu'à force de caricaturer et de rigoler sur le point de vue de l'autre, il va se passer quelque chose de très intéressant. En fait, chaque personne va se mettre à la place, volontairement, de la personne qui n'a pas le même point de vue qu'elle. Chacun va essayer de trouver du positif dans la vie de l'autre, et au final, un consensus va doucement se créer. Petit à petit, les voix se posent, et chacun trouve enfin une raison d'accepter un peu plus le point de vue de l'autre. Et finalement, ce qui a commencé comme un échange qui pouvait sembler infructueux d'avance va devenir fécond, puisque des idées qui mêlent les deux points de vue vont finir par émerger. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était pas un simple débat, c'était ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif. C'est-à-dire un moment où les visions se questionnent, s'entrechoquent, pour donner une production qui est plus riche que toutes les visions apportées par toutes les personnes au départ. En fait, on peut souvent penser qu'il faut être d'accord avec une personne pour pouvoir produire quelque chose de bien. Sauf que cette situation, elle illustre parfaitement le fait que être en désaccord nous permet d'adopter un autre point de vue, une autre vision, un autre angle. Et littéralement, l'adoption d'un autre point de vue nous permet de voir les choses autrement et finalement de pouvoir satisfaire le plus grand nombre. On découvre que notre point de vue n'est pas le seul qui existe, le seul qui est bon, le seul qui détient la vérité, mais on se rend compte que toutes les réalités, en tout cas, sont nécessaires à examiner et nécessaires à prendre dans un avis commun. Et donc ce qui est aussi très intéressant dans ce débat-là, c'est que les personnes qui participaient à l'échange ont en fait accepté, de par la consigne, d'adopter le point de vue de l'autre. Alors, on leur a pas demandé de penser fondamentalement que leur point de vue n'était pas bon, puisqu'il s'agit d'un échange qui dure, on imagine, quelques heures, mais finalement ils acceptent de se décentrer pour un moment. Et après, quand ils retourneront dans leur vie, bien évidemment, on ne leur demande pas d'avoir changé leur point de vue. Quoique, ça peut quand même être quelque chose qui grandit dans notre tête, une petite graine qu'on peut déposer là. Et ce qui est apparu d'abord comme un désaccord est peut-être l'avenir commun d'habitants soudés dans une petite ville qui a un jour voulu imaginer son avenir. Mais alors pourquoi le conflit socio-cognitif, ça marche?
C'est sûr que lorsqu'on entend conflit, on peut penser à la colère, ça nous hérisse un peu les poils, on n'a pas forcément envie d'y aller. Sauf qu'il y a 3 raisons de pourquoi le conflit socio-cognitif, ça sert à quelque chose. Tout d'abord, ce conflit permet la décentration de son propre point de vue. Et littéralement, on va se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre, adopter un autre point de vue pour comprendre ce qui est au fond la même réalité. Alors on se représente différemment le problème. La deuxième raison, c'est que se mettre à la place de quelqu'un d'autre va nous permettre finalement de découvrir des informations nouvelles. Mettons que dans nos habitants, il y ait une personne qui soit biologiste et qui travaille à fond sur le réchauffement climatique et le fait qu'il faut enlever nos voitures des villes. Cette personne-là, elle a sûrement des informations à nous apporter. Elle a des choses à nous dire pour prouver son point de vue. Alors dans ce cas-là, on apprend des nouvelles choses. Et la troisième raison, c'est que le conflit socio-cognitif, il renforce l'implication et la motivation. Il y a une sorte d'émulation qui s'émane du groupe qui est en conflit socio-cognitif. Je dis en groupe, mais ça peut aussi bien évidemment être entre 2 personnes. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le dernier épisode de podcast sur l'apprentissage, je vous disais que le mode d'engagement le plus fort, c'était le mode interactif. Je pense que vous retrouvez exactement ici l'interaction. Lorsqu'on confronte son point de vue, ou lorsqu'en tout cas on discute de son point de vue avec d'autres, l'engagement est plus fort et donc la motivation également. Et là, le conflit socio-cognitif, on peut même dire qu'il illustre parfaitement la phrase « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». En fait, ce qui est intéressant, c'est que le conflit socio-cognitif permet de résoudre des tâches qui sont complexes, et particulièrement des moments de créativité, puisqu'avec le plus de personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là, on va avoir le plus de vision possible et faire quelque chose de global, d'intégré et de cohérent pour tout le monde. Et ce qu'on peut appeler des effets finalement secondaires du conflit socio-cognitif, ce sont ces deux-là. Ce conflit favorise l'apprentissage des compétences sociales, comme par exemple l'empathie, l'écoute active ou la compréhension de l'autre. Et il renforce également le sentiment d'efficacité personnelle, CF la phrase que je viens de vous dire, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Dans le conflit socio-cognitif, on a bien sûr la partie socio, puisqu'elle nécessite d'être en interaction avec quelqu'un, mais on a aussi la partie cognitive. On peut l'expliquer par le fait que lorsque vous arrivez, par exemple, au débat, vous avez vos propres représentations. Mais grâce à l'échange avec les autres personnes, vous allez finalement changer un peu vos représentations du problème. Et j'ai envie de dire presque réarranger un peu votre cerveau et la structure de vos représentations mentales. Retrouvons quelques instants le biologiste qui travaille sur le réchauffement climatique. Cette personne-là, elle n'est pas venue faire un cours magistral, elle n'est pas venue enseigner aux autres personnes ce qu'était le réchauffement climatique. Elle n'a pas utilisé les techniques, j'ai envie de dire un peu classiques d'informateur, d'un contenu qui est complètement descendant, où les apprenants ne font qu'écouter. Comme c'était mis en contexte et que c'était pour servir un but, les autres participants ont appris des choses presque sans s'en rendre compte. Et là, on est même sur quelque chose d'assez moderne, puisqu'avant, on pensait qu'il n'y avait qu'un formateur qui pouvait donner le contenu à ses apprenants et que ceux-ci devaient l'apprendre. Là, on est sur quelque chose où de la classe, en quelque sorte, émerge déjà le contenu. Et ça crée des conditions qui sont super favorables pour l'apprentissage. Et vous noterez aussi l'importance d'avoir à ce moment-là un facilitateur du groupe, puisque c'est lui qui a amené, on va dire, le moment un peu fatidique du débat, qui disait « vous allez tous devoir réfléchir au point de vue de l'autre ». Et sans cette facilitation, on aurait pu avoir un échange stérile au final. Alors que là, ça a créé vraiment une autre dynamique. En somme, ce qui peut sembler un concept un petit peu froid, le conflit socio-cognitif, finalement, on a quelque chose de très humain derrière. C'est cette capacité à se transformer au contact de l'autre. Mais apprendre, ce n'est pas finalement que accumuler des connaissances, mais bien savoir parfois les réorganiser. Parce qu'à ce moment précis, on n'a plus raison contre l'autre, mais on a raison avec lui, et c'est à ce moment-là que la pensée progresse. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. La morale de l'histoire, c'est presque, j'ai envie de dire, débattez, confrontez-vous, j'ai presque envie de dire, engueulez-vous, toujours en bienveillance, bien sûr, avec les personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Le but d'un conflit socio-cognitif n'est pas de changer drastiquement votre façon de voir, mais bien de pouvoir avoir accès à un autre point de vue pour peut-être changer vos représentations mentales. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye!